Chers compatriotes résistants congolais, chers frères et sœurs, je voudrais avant tout vous saluer chaleureusement, vous tous réunis aujourd'hui dans cette salle, mais également ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Maman Kimpavita qui m'a personnellement contacté pour participer à cette conférence. À travers elle, je rends hommage à toutes celles et ceux qui ont œuvré avec courage et foi pour l'organisation de cet événement capital. Votre détermination à éveiller les consciences congolaises est une œuvre sacrée. Elle restera gravée dans les annales de notre histoire. Si aujourd'hui je m'adresse à vous par vidéo, ce n'est nullement pour me dérober, ni pour paraître important. C'est parce que mes responsabilités actuelles m'imposent une présence au plus près des enjeux réels qui secouent notre nation. J'aurais vraiment voulu être avec vous en présentiel, mais c'est aussi un choix stratégique assumé. Le régime de Kinshasa, au lieu de tendre la main à ceux qui portent sincèrement l'espoir d'un renouveau, a préféré envisager l'élimination physique de ceux qui, comme moi, refusent de pactiser avec l'humiliation, la corruption et la servitude prolongée de notre peuple. Vous le savez aussi bien que moi, dans une lutte comme la nôtre, la prudence n'est pas une faiblesse. C'est la marque d'une lucidité spirituelle et stratégique. Le combattant qui entend aller jusqu'au bout de sa mission ne s'expose pas inutilement. Il agit avec le temps, les signes et la foi. Cela dit, permettez-moi de vous poser une date, le 4 janvier 1959. Je n'en parlerai pas immédiatement, mais gardez cette date en mémoire. Nous y reviendrons. Pour débuter mon exposé, je veux ici vous confier un témoignage personnel fort, vécu au plus profond de la solitude d'une cellule en prison aux Comores pour tentative de coup d'État. Vous vous demanderez peut-être le lien avec le thème de ce débat, mais laissez-moi juste un peu de temps. Il y a des vérités qu'aucun livre ne peut vous apprendre, des révélations qu'aucune église, aucune école, aucun maître ne peut vous transmettre. Elles ne viennent que dans la solitude, dans l'effondrement, dans ce face-à-face brutal entre ce que l'on croyait être et ce que l'on est vraiment. C'est dans une cellule aux Comores que j'ai connu ce moment. J'avais été arrêté pour une tentative de coup d'État. Vous vous demanderez peut-être que faisait un Congolais aux Comores dans un coup d'État. Je répondrai simplement que j'ai aussi servi le pays qui m'a adopté. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux aborder ici, c'est l'aspect fondamental de la rencontre avec la véritable spiritualité. Nous, Congolais, sommes sensibles à tout ce qui touche aux esprits, ce qui est une bonne chose. Mais malheureusement, nous avons abandonné la dimension spirituelle de nos anciens pour embrasser une religiosité sans fondement. Aujourd'hui même, quand nous parlons de Dieu ou du Christ, nous parlons de religion, mais pas de spiritualité. Et cette religion, dans bien des cas, n'est rien d'autre qu'un obscurantisme, là où nos ancêtres incarnaient une lumière spirituelle vive. J'étais seul dans une cave, une petite cellule plongée dans le noir total, à tel point que, même en passant ma main devant mes yeux, je ne voyais rien. Dépossédé de tout, exposé à la mort, et dans cette obscurité, alors que j'attendais une mort certaine, une lumière s'est levée. Non pas une lumière extérieure, mais une voix intérieure, une certitude qui m'a dit « Tu ne mourras pas ici, car ta mission ne fait que commencer ». Cette voix, je ne l'avais jamais entendue ainsi. Ce n'était pas ma pensée, ce n'était pas mon orgueil, c'était une présence, une autorité invisible qui me connaissait mieux que moi-même. Dans la faim, la crainte, l'incertitude, on devient spirituellement sensible, car on côtoie la mort. On marche réellement dans la vallée de l'ombre de la mort, car tout espoir de voir la lumière de la vie a disparu. Imaginez être arrêté dans un pays étranger pour une tentative de coup d'État. J'aimerais vous dire, mes chers compatriotes, que personne ne peut expliquer le dialogue silencieux que l'âme peut avoir au bord du précipice de la mort avec son Créateur. Un dialogue sans parole, mais infiniment riche. Ce jour-là, j'ai cessé de croire en Dieu comme on croit par tradition. J'ai commencé à connaître Dieu, peut-être même à l'expérimenter. Un nouveau Dieu, pas vraiment, mais une nouvelle perspective. Et dans ce moment,
Et dans ces moments-là, la religion disparaît, il ne reste que la relation vivante, de la créature à son créateur, du fils à son père. Si je vous parle de ceci, c'est pour vous dire que toute personne porteuse d'une mission traverse un jour ce moment fondateur. Si l'on me demande, es-tu chrétien? Je réponds toujours, oui, je le suis, mais dans mon cœur, je précise, pas la manière traditionnelle. Car après cette rencontre, on comprend que l'on est chrétien au sens originel. C'est lui qui marche comme le Christ. Puis l'on réalise que le Christ est en nous. Et enfin, on comprend que nous sommes le Christ. Cela peut sembler un blasphème, mais ce ne l'est pas pour l'homme spirituel, qui est différent de l'homme religieux. Car celui qui porte une vision, une mission, est automatiquement le Christ en action. C'est pourquoi, aujourd'hui, avant même de parler d'armes ou de stratégie militaire, je veux évoquer le premier acte indispensable à toute libération véritable, l'éveil des esprits. Car la bataille que nous livrons n'est pas d'abord militaire, elle est avant tout une bataille pour les consciences. Je suis militaire et je sais que ce que je vais dire peut surprendre. Mais je vous le dis en vérité, l'action militaire doit être placée tout en bas de l'échelle des priorités. Pour répondre à la question centrale de cette journée, je vous affirme que la première manœuvre, le premier acte, c'est la libération des esprits, dans tous les sens possibles et imaginables. Réduire la libération du Congo en une seule action militaire, ce serait manquer de respect à tous ceux qui ont donné leur vie pour ce combat. Parfois dans l'ombre, parfois sans armes, mais toujours avec une foi plus tranchante qu'un sabre. À ce stade, permettez-moi de rendre hommage à tous les combattants de la première heure, même à ceux qui en chemin ont fait naufrage dans la foi de cette lutte. Je rends hommage à Yuyu Mutumosi, que j'observais de loin, à Odombo, à Rex Kazadi, à Bokechu Wayambo, à Commandant Esso, à Sali, aux combattants de Londres comme Ngando le crocodile, au sergent Mokrekressé et autres, je ne pourrais pas tous les citer ici, mais sachez ceci, je les connais sans les avoir tous rencontrés, car à cette époque, je menais une autre forme de combat dans l'ombre, sous la houlette de celui que nous avons appelé le père de la résistance, Monsieur Honoré Mbanda. Il a apporté rigueur, discipline, vision et surtout un savoir documenté stratégique dans la lutte pour la libération du Congo. À ceux qui se demandent, mais d'où viens-tu? Où étais-tu? Qu'as-tu fait pour le Congo? Je réponds simplement, je suis un fils spirituel d'Honoré Mbanda. C'est lui qui m'a demandé d'intégrer les FARDC. Il disait que je serais plus utile là-bas. Il m'avait aussi dissuadé de me rapprocher de Bemba et m'avait plutôt orienté vers les tigres katangais, car selon lui, Bemba n'était pas sérieux. Dès 2002, je l'ai accompagné, en parlant de M. Honoré Ngwanda, je l'ai accompagné dans plusieurs voyages. On est allé au Togo, on est allé en Côte d'Ivoire. Il me considérait comme un fils. Il m'a formé dans l'ombre avec intensité. Dans la mouvance de la Pareco, j'ai aussi rencontré Madame Candide Okeke qui est parmi nous aujourd'hui. C'est dans les années 2009. Et c'est dans la même période que j'ai connu le frère Eric Moulalou qui travaillait avec le colonel Issi Kalemi. Eric, que je salue avec affection, m'a parlé à l'époque d'une idée très forte, inspirée du bobsleigh, ce sport où plusieurs coéquipiers glissent ensemble dans une luge profilée à grande vitesse. Sans synchronisation parfaite, l'équipe sort de la piste. Et je crois profondément que c'est ce genre de coordination stratégique, lucide et solidaire dont notre résistance a besoin aujourd'hui. J'avais étudié avec les neveux de Papa Ngwanda à Kinshasa et son fils, le pasteur Teddy Ngwanda, est un ami personnel. Lorsque Papa Honoré est décédé, j'ai eu Teddy au téléphone, il était à la morgue au Maroc. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Joris, ton père est couché là, mais la seule façon d'être digne de lui, c'est de poursuivre son combat. » Le pasteur était très calme, alors que moi j'avais pleuré toute la nuit, mais son calme et cette phrase m'ont donné une force que je porte encore aujourd'hui. Comprenez ceci. La vraie libération commence par celle des esprits. Et cela, Papa Honoré l'avait compris. Il l'a prêché, il l'a incarné.
Tous les combattants, chacun à son niveau, ont participé à ce grand éveil. Je rends donc hommage particulier et solennel à ce grand homme, Honoré Ngwanda. Son combat inlassable pour l'éveil des consciences congolaises a ouvert la voie. Aujourd'hui, je le dis avec fierté, je suis l'héritier d'une vision. J'ai grandi dans l'énergie de résistance qu'il a semée. Nous lui devons tous quelque chose. Et nous avons désormais la responsabilité sacrée de continuer son œuvre. À côté, il y a des stratèges de l'ombre comme Honoré Ngwanda. Il y a aussi eu des voix de lumière, des hommes comme le pasteur François David Ekofo qui ont parlé là où d'autres se sont tus. Le 16 janvier 2018, depuis la chaire de la cathédrale de Centenaire à Kinshasa, devant les plus hautes autorités du pays de l'époque, il a eu le courage de prononcer des paroles de vérité. Il a dénoncé l'absence d'un véritable État en République démocratique du Congo et a appelé à un changement de génération dans la gouvernance, comparant cette transition à une course de relais. Son message porteur d'espoir pour un Congo où les ressources naturelles bénéficieraient enfin à son peuple lui a valu des menaces de mort. Contraint de fuir, il a été évacué par les Nations Unies quelques semaines plus tard. Son acte de bravoure prononcé depuis le cœur de Kinshasa a brisé le silence et montré la voie à suivre. Je vous ai demandé au début, mes chers compatriotes, au début de mon intervention, de retenir une date, le 4 janvier 1959. Pourquoi cette date ? Parce qu'elle ne marque pas seulement le soulèvement populaire de Léopoldville contre le pouvoir colonial belge, elle marque le réveil d'un peuple qui n'attendait plus rien de l'extérieur. C'est ce jour-là que le peuple congolais est sorti de la peur pour entrer dans l'histoire par le feu de la révolte. Mais que s'est-il passé ensuite ? Le système colonial a été remplacé par un système néocolonial. Les chaînes ont changé de forme, mais non de fonction. Et depuis ce jour, nous tournons en rond dans l'illusion de la souveraineté. Le 4 janvier 1959, c'était la naissance d'une colère juste. Oui, d'une colère juste. Nous sommes plusieurs, désolé, nous sommes plusieurs à intervenir aujourd'hui et par respect pour chacun, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je dirais ceci, la libération de notre pays est semblable à une course de relais où chacun a un rôle à jouer pour faire avancer la cause. C'est pourquoi celui qui commence ne doit jamais être méprisé par celui qui termine. Le premier acte, comme je l'ai dit, c'est la libération des esprits. Le second, c'est la libération spirituelle, non pas celle des individus, mais celle de la nation elle-même. Car le Congo, en tant que terre et destinée, doit être libéré spirituellement avant que cette libération ne devienne visible dans le monde physique. Permettez-moi maintenant de clarifier un point fondamental. Nous ne libérons pas le pays de Tshisekedi. Car Tshisekedi ne représente rien d'autre qu'un figurant dans un système qui le dépasse lui-même. Il ne s'agit pas ici d'un acte militaire isolé qu'on appellerait un coup d'État. Un seul homme déterminé pourrait, s'il le voulait, éliminer physiquement Tshisekedi. Mais cela ne changerait absolument rien. Souvenez-vous, Mzee Laurent-Désiré Kabila a été éliminé par un seul individu. Mais sa mort n'a pas mis fin à son système. Encore aujourd'hui, Félix Tshisekedi jouit du système mis en place par Mzee Kabila via l'AFDEL. Et je pense que notre frère Morningstar est mieux placé que moi pour vous parler en détail de cette continuité historique. Ce que je veux vous dire ici, c'est que le 4e président du Congo n'est pas encore arrivé. Oui, vous m'avez bien entendu, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ne forment qu'une seule et même dispensation politique. Ils sont encore dans le cycle du 3e président, celui de Mzee Kabila. Penser que l'élimination physique de Tshilombo équivaut à la libération du pays est une erreur de bébé spirituel. Pour sauver notre nation, il faut briser le système de la 3e présidence, celui de l'AFDL. Et c'est pour cela que la chute de Tshisekedi a commencé dès qu'il a parlé de la 4e République. Pourquoi ? Parce que la 4e République viendra avec le 4e président. Et ce président ne s'imposera pas, il devra être appelé.
Et lorsque ce moment viendra, vous tous qui êtes des Christ, c'est-à-dire des porteurs de la vision divine, vous entendrez cet appel. Je n'aimerais pas paraître mystérieux car cela ne correspond pas au discours d'un militaire traditionnel. Mais ici, je parle aux initiés. Et je le répète, l'action militaire vient en dernier dans la hiérarchie de la libération. À ceux qui demandent, mais comment cela se fera-t-il? Je réponds simplement par la force des événements. Souvenez-vous encore du 4 janvier 1959, une date en apparence banale, mais cette date a appelé le 30 juin 1960. Elle a provoqué l'irréversible. Félix partira de la même manière par la force des événements. Et c'est cela que vous devez retenir. À la question quand, la réponse est simple, lorsque la providence divine nous appellera. Et cet appel, Tshisekedi l'entendra aussi. Et son sort dépendra de la manière dont il répondra à cet appel et de son propre destin. Pour conclure, je dirais ceci. L'histoire nous regarde, le monde nous teste et le futur nous appelle. À ceux qui demandent pourquoi un général partit au lieu d'agir, je réponds simplement parce que, comme je l'ai expliqué, notre bataille ne se jouera pas d'abord dans la rue, mais dans les esprits. L'outil militaire ne viendra qu'en dernier recours si besoin. C'est la force des événements et non les armes qui conduira à la chute de Tshisekedi. Mais surtout à l'effondrement du système de Mzee Kabila et de la malédiction du troisième président. Remarquez bien que je ne parle pas de Joseph Kabila, car il n'est plus dans l'histoire. Quand cela se produira-t-il? Je vous le dis, encore une fois, lorsque la providence nous appellera. Et cet appel sera entendu par tous les appelés. Cela ne veut pas dire que l'outil militaire doit être mis de côté. Au contraire, il doit rester à sa juste place. Un outil et non la solution finale. Je sais que certains pourront me trouver trop spirituel, mais non, ce n'est pas de la religion. Je parle ici du profil du nouveau leadership. Le nouveau leadership sera prêtre et en même temps roi, c'est-à-dire porteur de l'onction divine, mais aussi du pouvoir politique légitime. Cela me fait penser à M. Fayulu, car oui, c'est aussi à cause de lui que nous vivons cette tragédie. Pourquoi d'autres vont se poser la question? Parce que la providence divine, justement, lui avait tendu la main pour écrire une autre histoire du Congo, mais par peur, il a manqué le rendez-vous. S'il avait refusé les résultats truqués de 2018, s'il avait eu le courage d'appeler le peuple à descendre dans la rue, il aurait été surpris lui-même de constater que l'armée du 4 janvier 1959 l'aurait accompagné jusqu'à son trône. Ce fut un moment inédit dans notre histoire nationale. Pour la première fois, nous avons vu distinctement la différence entre le pouvoir et l'autorité. Kabila détenait le pouvoir, la force brute, mais l'autorité était entre les mains des prêtres catholiques et des pasteurs de l'ICC que le peuple était prêt à suivre partout. Fayulu n'a pas su reconnaître cet instant où Dieu répondait favorablement à sa prière. Dans cette confusion, j'ai moi-même rencontré Jean-Pierre Bemba à Waterloo en Belgique, au lendemain de l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi. Je lui ai demandé d'instruire ses hommes stationnés à Brazzaville, qui par respect n'attendaient que son aval pour me suivre. J'avais décidé de prendre mes responsabilités, de descendre à Kinshasa et de renverser le régime vacillant de Kabila. Une fenêtre favorable s'était ouverte dans l'histoire, dans l'incertitude qui suivait ces élections truquées. Les forces américaines étaient stationnées au Gabon, prêtes à intervenir, et la logistique avait été discrètement mise à ma disposition par un pays occidental, nous laissant à nous-mêmes Congolais la possibilité d'accompagner un soulèvement populaire et d'en finir avec le clan Kabila. Le général John Numbi lui-même en était conscient et nous en avons reparlé tous les deux. C'est d'ailleurs pour cela que c'est lui qui a proposé à Kabila de placer Félix Tshisekedi au pouvoir afin de contrer le plan des Occidentaux et de sauver leur système qui perdure malheureusement encore aujourd'hui. Ce moment-là, le vrai moment était là.
Mais Jean-Pierre Bemba a préféré faire de moi un ennemi, croyant à tort que je convoitais sa place. Il a poursuivi cette attitude jusque dans les coulisses du pouvoir actuel, allant jusqu'à dissuader Tshisekedi de répondre à mon appel et de mon retour au pays, alors que je proposais à l'époque d'organiser la reconquête stratégique de Bunagana et de neutraliser encore au début l'aventure du M23 avant qu'il ne prenne cette envergure. Non pas pour briller, mais pour servir ma nation. Par orgueil et par peur de perdre son statut de seul leader équatorien, il a choisi l'obstruction plutôt que l'union, jusqu'à parier sa main contre moi. Mais je laisse l'avenir décider du sort de sa main. Chers compatriotes, mes chers compatriotes et résistantes, ce que nous choisissons aujourd'hui ne réécrira pas seulement notre propre histoire, mais celle de toute l'Afrique. C'est une opportunité rare, une fenêtre dans le temps où un peuple peut enfin se réinventer. Je dis ceci, à ceux qui doutent encore, regardez les nations qui ont su renaître de leur ruine. À ceux qui s'interrogent, tournez-vous vers l'avenir que nous pouvons bâtir. Et enfin, à ceux qui espèrent, je leur dis ceci, le moment est venu de passer de l'espérance à l'engagement, car chaque Congolais, où qu'il se trouve, détient une brique de cet édifice. Et désormais, nul ne peut rester simple spectateur de son destin. C'est maintenant ou jamais. Le temps des survivants est révolu, et voici venus les temps des bâtisseurs. Je vous remercie. Félix a lambi cocktail Molotov. Bokeba. Koto tika kulzila. Ah, Félix a kusala bwe. Félix a kakosala eloko mokote na ebisibino les 3 accords qui ont été signés. Il ne les a pas résiliés. Et tant qu'il a résilié accord wanate, il n'a pas le droit ya kote le melaba rwandais. Yango wana na lobi bandeko bangai ba congolais ba jeune l'heure a sonné. Bona lobi la kibino na bi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ya po miso nini ba kayo ezaki na miso mabino ekwea. Mission Félix azena ngo ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo sanate retenu 3 missions wana soki to stopper à tenter lobby beaucoup mi rappeler que honoré nganda ebisaka kazena 3 missions yango et accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils. C'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moine ya yibi, livré en dako azo luka kende ko brader yango, boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que to retirer na maboko bato azo ba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour que moto binozo lukabo aider azena idée à côté ba aider était azena idée à aider banguna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer os.